sommes ensemble jusqu'à 10 h et sur ce plateau ou à distance vont se connecter ou seront présents une dizaine d'acteurs pour nous donner des exemples très concrets de données au service de la transition énergétique sur leur territoire. Donc ça va être extrêmement concret et je vous invite à interagir comme dans toutes les web TV via le chat de l'émission. Je vois que vous vous êtes déjà salué, dit bonjour, donc continuez, envoyez vos messages et surtout les questions aux intervenants. Je me ferai l'écho de ces questions tout au fil de l'émission. Et pour introduire nos échanges, je suis sur ce plateau avec Pierre Gallemand, directeur des affaires publiques d'Enedis. Pourquoi, Pierre, avez-vous choisi ce thème de la donnée pour cette 3e web TV ? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont connectés pour cette 3e Web TV en partenariat avec les Assises européennes à la transition énergétique qui se réuniront bientôt à Genève. L'une des missions d'Enedis importantes, c'est le comptage des données. Données de production d'électricité, il y a de plus en plus de producteurs, données de consommation. Comment, à travers les 35 millions de compteurs Linky qui sont aujourd'hui déployés chez l'ensemble des foyers, ces données, elles sont de plus en plus nombreuses, elles sont de plus en plus précises, elles sont agrégées, elles sont sur mesure et donc de plus en plus utiles. Et c'est bien la question, la valeur d'une donnée, c'est pas qu'elle soit sur une étagère. La valeur d'une donnée, c'est l'usage qui va en être fait. À quelle nécessité répond la donnée. Et c'est sur cet usage, c'est sur ces usages que nous voulons aujourd'hui partager. Alors on dit souvent, on entend souvent que la donnée, finalement, c'est le carburant de la transition énergétique. De quelle façon précisément ? C'est bien la question. D'abord, c'est un carburant propre. Il faut le préciser. C'est incontestable. Où est ce carburant ? Comment est-ce qu'on y accède ? Pour quelle politique ? Pour quelle planification, puisque c'est un mot aujourd'hui qu'on retrouve, pour quel choix de politique municipale, rénovation des bâtiments, mobilité électrique, développement des ENR. Les réponses, elles existent. Elles sont de plus en plus construites par des acteurs nombreux, et on va en entendre ici un certain nombre, et à travers des outils très performants, très innovants, avec des noms Captain, Geodeep, Prioreno, et c'est ce que nous allons illustrer aujourd'hui autour de cette thématique. Quelle valeur de la donnée pour les territoires ? Eh bien c'est parti Pierre, on se retrouvera en fin d'émission pour également conclure et répondre à d'autres questions. Merci beaucoup. Alors première session, vous l'avez dit, session sur la pédagogie. Quelle valeur de la donnée ? De quoi parle-t-on précisément ? Nous accueillons nos premiers intervenants sur ce plateau. Et en effet, bienvenue à tous les trois. Et nous avons également un intervenant qui est avec nous à distance. Selon un sondage IFOP en 2018, il paraît qu'un élu local sur 2 n'a pas de vision précise de la consommation énergétique sur son territoire. Pourtant, les données ne manquent pas. Eh bien, c'est ce que l'on va comprendre. Données de consommation, de production électrique, données individuelles des bâtiments publics, données cartographiques. Vous allez voir, le panel est assez large. Alors, avec nous, à distance, Jean Révéraud, vice-président d'Intercommunalité de France en charge des transitions écologiques. Merci de nous avoir rejoints. Je continue le tour de table. Yves Fouquet est également avec nous de l'agence Auré. Thomas Paysan-Leroux, coordinateur énergie-climat du réseau RAR. Et Franck Adjier, directeur de la fabrique numérique d'Enedis. Merci à tous les quatre. On commence cette première séquence avec vous, Jean Révéraud, pour faire l'état des lieux des besoins des acteurs des territoires. À partir de vos besoins précisément, de quelles données avez-vous justement besoin dans les collectivités et dans le manifeste d'ailleurs des intercommunalités de France aux candidats à l'élection présidentielle, c'est pas si vieux que ça finalement. Vous rappelez que les enjeux de rénovation énergétique des bâtiments sont vraiment la priorité et comment précisément les collectivités s'approprient ces données, Jean Révéraud? Bon, en fait, nous sommes tous des grands prétentieux. On veut dominer non seulement notre sujet, mais notre monde à nous, notre monde local, mais peut-être un peu plus aussi. Et c'est vrai qu'être informé pour décider, c'est quand même le b.a.-ba du manager public en général, mais de tout manager d'organisation aussi. Et de ce point de vue-là, les contingences du moment, l'actualité qui fait qu'aujourd'hui, notamment sur l'énergie, mais on pourrait élargir, il n'y a pas que ce sujet-là, notamment sur l'énergie, on a besoin de planifier. La plupart des intercommunalités ont fait ou vont faire surtout des plans climat, mais pas seulement ça, elles vont faire aussi des schémas de cohérence territoriale, des schémas de mobilité, et on ne peut pas avoir d'idée précise aujourd'hui de ce qu'on doit faire.
même si on doit répondre à des besoins qui sont exprimés par la population, sans avoir un minimum de recul et une documentation de qualité actualisée. Le problème, c'est que cette documentation, la plupart du temps, ces données, pour dire de façon plus correcte les choses, elles sont disponibles dans des versions qui sont rarement adaptées pile poil au territoire. Et le besoin de retraitement est quelque chose d'important. Et là, on retombe sur une des considérations d'emblée du travail des collectivités, c'est qu'il faut aussi les savoir-faire, les intelligences locales, les recrutements. Voilà, donc si je résume, on est conscient qu'il nous faut des données pour décider. On sait qu'elles existent. Elles n'ont pas le format forcément adapté à ce dont on va faire, mais on veut quand même garder la maîtrise, autrement dit, avoir des agents qui travaillent pour nous ou des prestataires avec lesquels la confiance est totale. Vous avez des exemples particuliers de données sur les territoires dont vous avez particulièrement besoin? Vous avez évoqué le contexte de souveraineté énergétique là, qui est de plus en plus criant sur les territoires. De quoi précisément vous avez besoin pour mener cette transition énergétique? Alors, globalement, par exemple, sur tout ce qui est de la production de gaz à effet de serre, aujourd'hui, on doit se projeter avec des horizons qui sont vis-à-vis du passé pour aller plus loin, sur des relevés de production, notamment des bilans gaz à effet de serre. On ne peut pas remonter très loin, malgré des outils mutualisés au niveau de la grande région Nouvelle-Aquitaine, par exemple. On remonte pas avant 2015. Ce qui pose un problème quand même, parce qu'on doit pouvoir choisir autrement notre stratégie si on avait toutes ces données-là. Aujourd'hui, c'est la même chose pour cet outil qui est mutualisé par la région que ce que peut nous donner l'État à travers les données que possède l'ADREAL. Ça, c'est un vrai obstacle. Alors évidemment, on peut choisir un terme plus court, mais il n'empêche que de toute façon, entre les deux sources, on n'aura pas aujourd'hui d'adéquation et on doit faire du retraitement. Avec les compétences justement dont vous avez besoin, alors on verra qu'il y a quand même des outils, des applications qui sont déjà peut-être plus faciles à embarquer pour les collectivités. Vous avez également édité un guide à l'usage des intercos, comprendre et exploiter les données électriques en partenariat avec Enedis. Ça fait partie de la pédagogie de l'information nécessaire? Alors, puisqu'on est ensemble sur ce plateau ce matin, c'est plus facile de le dire, mais dans n'importe quelle autre condition, je le dirais. Les relations avec Enedis sont bonnes et là-dessus, l'oreille est attentive. Pour avoir reçu la directrice Enedis de Charente il y a moins d'un mois avec le président de la communauté d'agglomération, on voit bien comment évolue, y compris l'entreprise publique, parce que la mise à disposition des différentes applications telles qu'elles ont été présentées par le responsable d'Enedis en introduction de cette table ronde ce matin montre bien que Enedis est prêt pour cela. Bon, après, nous, on a aussi un processus, de construction qui va mettre à la fois des gens très, très informés et puis des néophytes ou des béotiens, parce que quand on discute avec la population, la question de l'origine, de la source des informations est extrêmement importante. On ne vous cache pas qu'on vit aussi dans une période où les fake news ont tout leur sens, y compris sur des documents qui semblent être faits de manière scientifique. On a besoin de cette qualité-là et aujourd'hui, elle est souvent à reconstruire dans l'immédiateté, c'est-à-dire ce qui peut être considéré comme acquis par le passé ne l'est plus et des jeux de pression, des jeux qui sont liés aux réseaux sociaux vont contrarier le recours habituel à des sources académiques qui ne supportaient pas par le passé de contestation. Merci Jean Ravero, vous restez avec nous tout au long de cette première séquence et vous pourrez rebondir, réagir aux propos des autres intervenants. Nous allons démarrer avec Thomas Paysan-Leroux. Vous êtes coordinateur énergie-climat du réseau RAR. C'est le réseau des agences régionales énergie-environnement et vous étiez avant à l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. Peut-être en introduction, nous rappeler en quelques mots ce qu'est le réseau RAR et ses principales missions. Oui, bien sûr. Ça marche. Donc le réseau RAR, c'est une structure associative qui regroupe l'ensemble, enfin une très grande majorité en tout cas des observatoires régionaux de l'énergie et du climat.
donc sur la partie énergétique et climatique en tout cas. Donc, donc qui représente en fait 12 régions sur les 15 régions métropolitaines et notamment un territoire des DOM-TOM. Donc ces structures qui justement, par rapport aux propos précédents, sont là pour faciliter justement le pilotage des politiques énergétiques et climatiques, et notamment en fournissant justement des services en données qui vont permettre aux collectivités territoriales en particulier de pouvoir apprécier à la fois des situations, de pouvoir apprécier aussi un historique, de pouvoir également se projeter, de pouvoir en fait avoir des données leur permettant, via cet outil mutualisé, de pouvoir interpréter correctement, de faciliter en fait la compréhension des données qui aujourd'hui effectivement explosent et demandent de l'expertise, demandent aussi un accompagnement dans le temps. C'est-à-dire qu'un accompagnement, on pouvait préalablement avoir au niveau des collectivités un accompagnement ponctuel. Aujourd'hui, comme l'exprime l'interlocuteur, aujourd'hui, ils ont besoin aussi d'interlocuteurs de confiance. Et de fait, en fait, ces structures d'observation se sont imposées sur le territoire, soutenues en cela par les services publics, l'ADEME, l'ADREAL, justement, les régions, qui ont créé ces services mutualisés pour faciliter, en tout cas, l'usage des données au territoire sur ces questions-là. Il y a un visuel, si on veut le passer sur le réseau pour visualiser les principaux chiffres. Quels sont vos besoins? Voilà, on voit le récapitulatif de ce que vous nous avez dit. Quels sont vos besoins en données précisément? Alors, les besoins, justement, il a été très clairement exprimé que les besoins, en l'occurrence, sont pluriels, puisqu'il ne s'agit pas seulement de démontrer des états des lieux simples, de type la consommation de telle ou telle énergie, mais là, il s'agit bien d'accompagner les territoires sur la mise en place de politiques, de pilotage de la transition énergétique, avec en perspective tout un tas de questions à se poser sur l'utilisation des ressources biologiques, par exemple, à l'usage énergétique, mais également des projections plus complexes sur la rénovation énergétique, sur la mobilité. Donc, et des questions qui non seulement touchent les questions énergétiques, mais également des questions économiques, des questions beaucoup plus larges. Donc les questions, nos besoins en données, préalablement, il y a une dizaine d'années, on pouvait se contenter de données simples. Aujourd'hui, c'est vraiment, on va chercher toute la donnée exploitable, c'est-à-dire à la fois les données qui nous sont aujourd'hui fournies par Enedis, typiquement, par les interlocuteurs qui traitent des données de réseau et qui nous permettent d'obtenir des données beaucoup plus fines que ce qu'on pouvait obtenir auparavant, et donc avec une qualité qui s'améliore au fur et à mesure du temps. Mais on va également chercher des données d'enquête, on va essayer de toucher tout ce qui peut remonter du territoire, puisque le principal évolution, c'est le besoin d'avoir des données de plus en plus précises d'un point de vue géographique, d'un point de vue temporel, de telle manière à ce qu'on puisse justement passer d'un état des lieux global à des réponses beaucoup plus opérationnelles. Oui. Voilà, très opérationnelles, c'est-à-dire mettre en place des actions de rénovation énergétique sur le territoire. Auprès de quel public? Est-ce qu'il s'agit d'un public précaire? Est-ce qu'il s'agit de quel type de cibler, prioriser. Voilà, prioriser et au-delà de cette priorité dans l'action, après aussi il s'agit d'évaluer, de suivre en fait ce qui va se passer. Les potentiels. Voilà. Et ça, c'est le suivi, et c'est vraiment ce qui nécessite quelque part le plus de moyens et le plus de coopération aussi interterritoriale au sein des acteurs, de telle manière à ce qu'on puisse bénéficier en fait d'un croisement de données. Alors, et croiser les données, on sait tous autour de la table que c'est compliqué, ça demande beaucoup de rigueur, ça demande en fait d'avoir aussi des éléments communs qui permettent en fait justement de pouvoir les analyser ensemble, de pouvoir les compléter le cas échéant et les traduire en termes d'analyse et de scénarios, de projections, de quantification. Et la qualité de ces données, elle est satisfaisante selon vous aujourd'hui ?
Je parle de toutes les données, pas de celles d'Enedis, bien sûr. Voilà. Alors, eh bien voilà, non, elle est très disparate. Il y a encore beaucoup de données qui sont modélisées. Donc, en fait, on a différentes stratégies en fait pour produire de la donnée. Et donc, en fonction de ce qu'on a comme données, les données locales étant ce qui est quelque part le plus rare, des fois, on est obligé de passer sur des mailles supérieures et donc d'avoir des stratégies soit de modélisation, soit de ventilation, avec des incertitudes qui sont un peu plus fortes dans ces cas-là. Et après, on s'adapte. En fait, le but du jeu pour nous, c'est justement, en tant que structure d'observation, c'est de s'adapter et au fur et à mesure, si on peut avoir des stratégies qui nous permettent d'affiner, on affine et on prend d'autres jeux de données. Merci, on aura un exemple très concret. Alors vous êtes plus de 210 à être connectés et surtout n'hésitez pas à envoyer vos questions au fil de l'eau. Alors Franck Hadji, Yves Fouquet, vous allez nous faire un duo pour bien comprendre de quoi il s'agit et quelles sont les valeurs de ces données dans le cadre de la transition énergétique. Franck, vous êtes le directeur de la fabrique numérique d'Enedis. Quelles sont les données disponibles aujourd'hui pour répondre aux besoins des territoires? Alors on l'a déjà un peu évoqué, mais de votre point de vue. Bonjour à tous. Effectivement, Enedis et les autres distributeurs locaux ont pour mission de mettre à disposition des acteurs et du public les données dans un souci de transparence pour faciliter la transition énergétique. Ainsi, Enedis facilite l'accès aux données sur la consommation et la production en publiant en accès libre des données et des outils de visualisation. C'est ce qu'on appelle l'open data. Ces données, en open data, sont accessibles sur Internet et réutilisables gratuitement. Pour des données à des mailles plus fines ou correspondant au parc d'un acteur, Enedis a mis en place des services à la demande et également un portail destiné au territoire en accès privé. C'est le close data. Et donc là, de quoi s'agit-il précisément? De quelles données s'agit-il? Très concrètement, il s'agit de données énergétiques, de consommation, de production à différentes mailles géographiques. Il s'agit de la cartographie des réseaux, de données permettant d'identifier des quartiers énergivores, et aussi des données liées à la mobilité électrique. Ces données sont collectées, sécurisées, agrégées pour assurer la protection des données avant publication. Donc c'est anonyme, c'est ça? Tout à fait, bien sûr. Totalement anonymisé. Voilà. Et Enedis, opérateur de confiance de la donnée énergétique, a développé une offre de données qui apporte aux acteurs des territoires des solutions pour le diagnostic, la mise en place et le suivi des politiques publiques. Enedis couvre 95% du territoire métropolitain et contribue également à enrichir les données en open data de l'agence Auré sur son propre open data. Et bien justement, passons la parole à l'agence Auré, à Yves Fouquet, directeur des opérations de l'agence. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur peut-être déjà l'agence et son offre en open data? Oui, bonjour à tous. Effectivement, l'agence, qui sommes-nous? Nous sommes une association loi 1901 et nous regroupons la totalité des distributeurs électriques et gaziers. Donc c'est la petite particularité que l'on a. Donc on a environ, enfin pas environ, et aujourd'hui, puisque ça bouge, mais le chiffre c'est 126 distributeurs en France. Donc les gros on les connaît, Enedis pour l'élec, GRDF pour le gaz, mais il y a une centaine de distributeurs élec. Voilà. Donc, ils font partie de l'agence. Alors, on a deux missions à l'agence. La première, c'est d'aider les distributeurs, alors les plus petits évidemment, à répondre à leurs engagements réglementaires au travers de moyens ici, de moyens humains qu'on met à disposition. Et deuxième mission, c'est promouvoir l'open data, voilà, de distributeurs sur le périmètre de la France. Alors, France plus la Corse et les territoires outre-marins, donc enfin, les départements ultramarins, et tout ça au service de la transition énergétique. Alors, comme disait Franck, donc, en complément de ce que Enedis met à disposition, donc on couvre avec Enedis 95% du territoire, mais il reste ces petits 5% qui manquent là, qui viennent des autres distributeurs. Donc, à l'agence, on collecte, on retraite, on agrège ces données pour avoir des données anonymes, et on met à disposition donc ces données open data sur le périmètre France pour ces deux énergies. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces données sont publiées sous forme de fichiers standardisés, donc ça peut être traité. Alors, effectivement, ces fichiers peuvent être parfois un petit peu complexes et sont plutôt destinés à un public d'experts pour retraitement.
Oh, c'est des données brutes, des tableaux de données. Pour ceux qui ne sont pas experts, justement, ce qu'on a entendu Jean Révéro, c'est quand même pas le cas de tout le monde. Que faites-vous? Et effectivement, on est parfois comme une poule devant un couteau devant ces gros fichiers Excel là, ou CSV, on ne sait pas quoi en faire. Et on a à l'agence, tout comme Enedis d'ailleurs, mis un gros effort sur ce qu'on appelle les data visualisation, qui est finalement une façon de voir en un coup d'œil les enjeux de la transition énergétique à travers des mises en forme graphiques, dynamiques de ces données. Et ça s'adresse du coup à un public qui est beaucoup plus large et parfois qu'on n'avait pas du tout identifié. Alors effectivement, ça s'adresse aux territoires, on l'a vu, aux observatoires, mais aussi aux associations locales, à Madame et Monsieur Michu, pour pas genrer mon propos, donc à un public beaucoup plus large, qui soit décisionnel ou alors qui souhaite s'informer sur les problématiques de la transition énergétique. Je veux juste préciser, c'est qu'on a vu au cours de la dernière année, enfin de ces dernières années plutôt, un vrai engouement sur ces data visualisations. Donc à l'agence Auré, on a lancé le premier site de référencement des datavises énergie en France et on a criblé plus de 450 datavises qui sont issues des territoires, de sociétés locales, d'entreprises, et ce qui permet d'avoir un panorama de datavises énergétiques très très large sur le périmètre français. On regarde un exemple oui. concret à travers voilà, on va afficher des cartes, des cartographies, un exemple concret de data visualisation. Alors bon, qu'est-ce que l'on doit lire sur cette carte précisément? Donc qu'est-ce que c'est que cette cartographie? Alors c'est la première cartographie qui regroupe les données électriques et gazières, et on voit les tracés. Alors là, on a fait un petit zoom sur Nantes, mais c'est une data visualisation qui est en ligne, et c'est des données essentiellement Enedis que l'on voit en bleu là. En vert, ce sont les données gazières, donc plutôt GRDF. Alors la particularité de ces datavises, c'est qu'elles regroupent des données des distributeurs, mais aussi des transporteurs. Donc ça, c'est intéressant. Comme ça, on voit un réseau qui est maillé. Et on peut, si vous faites un zoom, je crois sur la ville de Nantes, la carte d'après, si on fait un zoom, voilà, vous pouvez descendre jusqu'à la rue et vous pouvez voir dans votre rue quel réseau passe, électrique, gazier, s'il est enterré, s'il est aérien. Alors, on le précise évidemment, ça ne remplace pas les démarches qui doivent être faites si on doit percer la rue pour faire des travaux. Bien évidemment, on n'utilise surtout pas ces cartes-là, c'est juste à titre d'information. Mais c'est très intéressant, notamment pour les territoires, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que un maire peut voir où passent les différentes conduites dans sa rue. Il peut prévoir des évolutions, effectivement. Et puis, je vais finir là-dessus, mais je parlais des associations qui étaient intéressées par ces datavises. Cette datavise-là, pas pour Nantes, mais en règle générale, sur la cartographie, on l'a vu, on ne l'a pas vu, intéresse des associations. Alors, des associations de pêcheurs. Pourquoi vous allez me dire associations de pêcheurs? Les gens qui pêchent à la ligne, pour ne pas s'accrocher dans les fils électriques qui passent au-dessus, sont intéressés de savoir où passent les fils électriques. Voilà. Et ceux qui font l'aéromodélisme aussi, pour pas que leurs petits avions se prennent dans la ligne électrique, viennent voir ces cartographies. Donc c'est effectivement des usages auxquels on n'avait pas forcément pensé. Merci beaucoup. Thomas, vous aussi, vous avez un exemple qui va au-delà des réseaux élec et gaz, qui compile d'autres données également. Alors tout à fait, nous on est effectivement pas en l'occurrence exclusivement concentré sur les questions électriques et gazières. Nous on se positionne évidemment dans le cadre de démarches institutionnelles qui nécessitent de prendre de la hauteur sur les états des lieux, donc sur les questions d'émissions de gaz à effet de serre par exemple. C'est un des éléments que je peux vous présenter. Donc on a deux visuels aussi qu'on peut passer. Voilà, concernant typiquement l'empreinte carbone, on a aujourd'hui développé des outils, des moyens qui permettent... Alors celui d'après. Là, on est toujours sur Nantes. Tout à fait, c'est celle de juste après. Donc, des éléments, alors c'est la précédente. Donc c'est le réseau rare, donc c'est les autres slides. Voilà. Ouais, mais c'est celle. Voilà, c'est ça. Typiquement, voilà, ce genre d'éléments qui intéresse. C'est très pédagogique, on se rend compte. Voilà. Je sais pas pour dire que la carte d'avant n'était pas très lisible, mais on était vraiment dans du détail. Là, on dit que c'est plus grand public, non? Alors, nous, on est à la fois effectivement grand public, mais l'objectif, comme je le rappelais, c'était c'est vraiment de passer en fait de la donnée à la compréhension de la donnée. Donc on peut être, y compris nous, sur la production d'indicateurs, transformer en fait la donnée
en indicateurs compréhensibles, des pourcentages supplémentaires par rapport à l'année précédente. Voilà, c'est vraiment d'expliciter en fait l'évolution de la donnée dans le temps, d'expliciter ses usages. Et là, en l'occurrence, on se positionne sur les émissions indirectes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc des éléments qui questionnent aussi finalement le territoire au sens de sa consommation de biens et de services sur le territoire et de son impact à l'échelle internationale. Donc on a vraiment en fait, c'est pour ça que je vous disais qu'on n'est pas restreint en fait sur les champs de l'énergie et des gaz à effet de serre au sens institutionnel des fois. On se permet d'aller des fois plus loin, d'explorer finalement les éléments pour faire toucher du doigt les vrais enjeux de ces sujets-là. Et après, on a également travaillé sur des outils qui tendent aussi à avoir des éléments très personnels en fait qui soient construits sur mesure pour les collectivités. C'est la slide suivante sur lesquelles l'ensemble les observatoires dans certaines régions eh bien se sont coordonnés ensemble pour construire des outils coopératifs permettant au territoire de disposer en fait des indicateurs, mais au sens institutionnel, c'est-à-dire que à la différence d'Enedis qui va donner des données de réseau qui sont très intéressantes au sens opérationnel, on va pouvoir voir où passe le réseau, comment évolue la consommation sur les réseaux. Nous, on se situe aussi dans une portée institutionnelle, dans des cadres finalement de référentiels internationaux, Kyoto, PCAET, voilà des termes barbares pour le grand public, mais qui nécessitent finalement pour l'expliciter, c'est-à-dire que on se doit de respecter un certain nombre de périmètres de comptage, et donc on doit informer en fait la collectivité sur ces normes en fait de comptabilité. C'est notre devoir en tant qu'observatoire de respecter ces normes-là, cette rigueur institutionnelle, pour apporter des éléments qui permettent à chaque territoire de se comparer entre eux ou de donner des éléments au niveau national pour expliciter où il en est par rapport à sa politique précise. Merci beaucoup. Jean Révéraud, vous êtes toujours avec nous. Que vous inspirent ces exemples de données alors des données très, très précises sur les réseaux et puis des données qui permettent de comparer les territoires aussi entre eux? Oui. Je note quand même que il y a plusieurs points là qui nous posent problème parce que c'est pas encore la culture totalement pas totalement infusée là-dessus, sur le fait d'être dépendant de données brutes ou même dépendant de visualisations qui ont un parti pris pédagogique mais jamais une neutralité. Je veux dire, quand on montre les choses, il y a toujours un angle qui préexiste et il faut l'expliquer. Alors, moi, je souligne encore le travail qui est fait par tous les acteurs du réservoir, parce que je pense notamment à la REC en Nouvelle-Aquitaine qui produit un travail extraordinaire avec des visualisations qui jouent pleinement leur rôle. Mais pour nous, parfois, enfin quand je dis parfois, dans la préparation de notre planification globale, on va rechercher la donnée pure. Et là, on est confronté à autre chose. Et là, je pensais que ce matin, on arriverait aussi à un moment donné à ce sujet-là. C'est le statut qu'on peut avoir en tant que producteur de données, parce que pour l'instant, on est assez dépendant de ce qui existe, et on voit le prix que ça coûte. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, pour l'agglomération d'Angoulême, qui va faire à la fois toute sa planification, c'est-à-dire SCOT, schéma des mobilités, plan climat, PLUI, etc., on va dépenser de l'ordre de 15 € par habitant sur une période très courte, puisque sur 4 ans pour faire tous ces exercices. Et dans ces 14 €, il y a certainement de l'animation, mais il y a aussi de la production de données. C'est-à-dire qu'on va faire travailler, le groupement de cabinets qui travaillent pour nous va compiler sans doute des données existantes, mais on a déjà une grille avec des trous sur certaines données qu'on va devoir rechercher, et c'est encore un exercice un peu compliqué pour nous. Puis une fois qu'on l'aura fait, on n'est pas sûr qu'il y ait encore une bonne case qui servira à tout le monde pour durer longtemps. Autrement dit, nous, on aura ça pour nous. On saura d'où on est parti parce que ça fait partie du diagnostic. Après, on le gardera sans doute dans un tableau de bord.
mais derrière, on ne sait pas comment on compilera. Ce qui a été dit sur l'observation comparée, l'utilité d'aller voir ce que font les autres et de voir comment on est, bon, c'est modeste dans la stratégie. Par contre, on sait qu'on appartient toujours à un niveau plus important, et notamment au niveau national. C'est important qu'au niveau national, on puisse piloter les politiques industrielles, les politiques de stratégie sur les mobilités notamment, avec des données qui ont été, comment dire, validées et insérées dans un même modèle de traitement. Et vous allez justement, avec votre casquette d'élu d'Angoulême, vous allez bientôt mettre en œuvre Prioréno, je crois. On ne va pas en dire trop parce qu'on aura un témoignage tout à l'heure dessus, mais c'est prévu. Voilà, c'est ça, ouais. Mais typiquement sur ce modèle-là, quand on voit la production de données que fait Enedis là-dessus, on a du mal à comprendre, par exemple, que mais c'est politique, ça illustre ce que je vous disais tout à l'heure. On a du mal à comprendre la réticence de l'État à nous donner des informations sur ce qu'a donné, sur ce qu'ont donné la prime Rénov' sur le territoire. On a une masse financière. On n'est pas fichu de savoir quels étaient les gestes qui avaient été pris en compte dans le financement des opérations de rénovation, alors que nous, on a cette responsabilité d'ensemblier de la rénovation énergétique, notamment dans notre territoire, et l'État ne peut pas visiblement nous la fournir aussi détaillée qu'on le voudrait. Autrement dit, on reste à des ensembles, à des cartes, à des mailles qui sont bien trop élevées. Merci Jean Révéo. Pour conclure la séquence, est-ce que vous voulez réagir sur justement la neutralité des données je vous ai vu prendre le micro tout à l'heure. Non, mais c'était juste effectivement ce que j'ai entendu sur l'éventuel parti pris qui peut être qu'on peut noter effectivement dans certaines. On les interprète. Absolument. Ouais. Donc, et vous avez raison. Hein, je pense qu'effectivement, selon les intérêts de celui qui fait la data visualisation, il peut y avoir un certain parti pris. Alors. Nous, on en fait quelques-unes à l'agence, des évolutions de conso, des évolutions de production, des cartographies de où se trouvent les ENR en France. Mais c'était aussi pour ça qu'on a voulu mettre en place ce site de référencement de toutes les datavises pour voir effectivement d'avoir une vue finalement beaucoup plus large et tout le monde peut s'exprimer. C'est-à-dire que si vous produisez des datavises à Angoulême, je serais ravi d'ailleurs de les référencer sur le site et pour montrer un autre axe d'un autre point de vue en fait. Merci. Un dernier mot? Alors moi je veux bien, effectivement, je trouve que les propos sont tout à fait pertinents, à la fois sur les difficultés qu'on a, y compris sur des choses qui peuvent être surprenantes, mais la rénovation énergétique aujourd'hui c'est un point dur, un point très noir en fait en termes de capacité de récupération de données. Et sur la neutralité de l'information et de l'analyse, je partage tout à fait les propos. Et d'ailleurs la neutralité se cache parfois finalement là où on ne l'attend pas, et y compris finalement aujourd'hui dans les croisements de données et dans la capacité à fournir des analyses où nous, on s'oblige au niveau des observatoires, depuis notamment via les instances de l'État qui sont très attentives là-dessus, notamment être de plus en plus transparent aussi sur nos méthodes de calcul et voilà, par défaut, finalement, des fois on ne le fait pas et on se rend compte à quel point c'est nécessaire et les propos me convainquent qu'il faut aller plus loin encore. Il faut aller encore plus loin. Merci beaucoup, messieurs, pour cette première séquence pédagogique. Merci Jean Révéro qui était avec nous à distance et on se retrouve avec nos intervenants pour la deuxième séquence, parler de planification énergétique. Alors Bertrand Lebaudot nous rejoint, responsable de l'Open Data chez Enedis, et nous allons, bonjour Bertrand. Avant de vous passer la parole, nous sommes en ligne tout d'abord avec Marion Bertolon du Grand Lyon pour nous parler d'Ecolio. Bonjour Marion, la métropole de Lyon qui développe pour les habitants un suivi des consommations de gaz, d'électricité et d'eau pour la métropole de Lyon. Vous êtes en charge des services numériques pour la transition énergétique et vous avez donc développé ce suivi. De quoi s'agit-il précisément ? Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors nous, à la métropole de Lyon, on travaille sur plusieurs services numériques basés sur les données issues des compteurs communicants. Bien sûr, tout ça s'inscrit, j'entendais la thématique de la première table ronde dans notre schéma directeur des énergies, dans notre politique énergétique locale. Et donc ce service que je présente aujourd'hui, c'est vraiment l'outil qui est destiné aux citoyens et qui permet de suivre ces consommations d'électricité, de gaz et d'eau
à partir du moment où on a un compteur communicant, donc Linky pour l'électricité, Gaspard pour le gaz et Téléo pour l'eau qui est spécifique à notre territoire. Oui, qui est moins développé, c'est moins développé pour l'eau. Le compteur communicant côté eau. Tout à fait. En tout cas, il est spécifique à Eau du Grand Lyon et donc déployé uniquement sur notre territoire. Donc, ce service, pour l'instant, il est plutôt destiné aux citoyens de notre territoire, mais tout le monde peut le tester en allant sur ecolio.com, LYO à la fin. Et donc, la plus-value, c'est vraiment de pouvoir mettre au même endroit les 3 fluides et aussi de pouvoir suivre dans le temps, quel que soit son fournisseur, puisque nous, on se connecte bien à la donnée des gestionnaires de réseau. Donc, ça permet de suivre dans le temps si on change de fournisseur et aussi si on change de logement et d'avoir cette vision centralisée, on va dire, de la donnée. Alors, j'avais prévu, si c'est possible, une petite présentation du service. Oui, de voir une vidéo pour visualiser de quoi. Voilà, c'est parti. Bon, l'image est un peu écrasée. Donc, l'idée, c'est que ce service, il est disponible sur mobile et sur ordinateur. Donc, là, c'est la version mobile. Donc, c'est une vidéo. Donc, voilà, il y a une vision multi-énergie avec votre électricité, votre eau, votre gaz. L'idée, c'est de pouvoir voir, si on va dans la partie électricité, de pouvoir voir. Alors, voilà. De pouvoir voir à différents pas de temps les consommations, à l'année, à la semaine, et même donc la courbe de charge si l'utilisateur a donné son consentement, bien sûr, pour voir cela. Donc, on peut comparer avec ses propres consommations. Il y a toute une partie analyse avec une visualisation sur le mois dernier, des différentes consommations, des modules sur des comparaisons avec d'autres foyers, et un petit module spécial électricité avec une idée de la manière dont vous consommez et quelques informations supplémentaires. Donc, on a vraiment conçu ce service dans une logique d'accompagnement pour aider à réduire ses factures et ses consommations. Donc, il y a tout un tas de défis sur les propres consommations. Et bien sûr, on retrouve des idées d'actions à mettre en place, présentées de façon ludique pour bien sûr, baisser ses consommations. Et l'idée, c'est vraiment d'embarquer un public large. L'idée, c'est d'embarquer un public large et d'élargir justement au-delà des plus convaincus dans la transition écologique, de la diminution des besoins de sobriété. Là, vraiment, c'est de rendre cet outil très ludique pour motiver les citoyens, c'est ça ? Tout à fait. Donc notre idée, effectivement, ce n'est pas d'aller chercher uniquement les écolos ou les geeks un peu convaincus, mais bien d'aller toucher en fait tout le monde. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est encore en phase de test, même si, comme vous le voyez, le service est totalement fonctionnel et vous pouvez le tester dès maintenant. L'idée, c'est d'aller chercher un public élargi, à la fois des gens qui veulent réduire leur facture énergétique, des gens qui sont peut-être plus dans une conviction de réduire leur impact. Et on voit aussi avec le contexte actuel et la crise énergétique que ce type de service intéresse et qui plus est en préparation de l'hiver prochain qui s'annonce compliqué quand même pour les ménages et pour l'ensemble des citoyens. Il y a vraiment un enjeu à accéder à ces données et avoir des clés pour les comprendre et pour diminuer ses consommations. Et il y a aussi un point, alors vous l'avez peut-être abordé, mais je ne crois pas précisément, sur le post-rénovation pour aller aussi mesurer justement l'impact des rénovations énergétiques sur un bâtiment pour voir très concrètement à quoi quel est l'impact sur la facture et sur les données énergétiques. Tout à fait. On travaille avec différents acteurs du territoire, dont l'Agence locale de l'énergie, mais d'autres acteurs avec l'idée aussi de valoriser ces données et cet outil dans différentes actions, dont par exemple le suivi de rénovation des maisons, pour analyser l'impact d'une rénovation ou surtout continuer à s'engager, à avoir des comportements, entre guillemets, des actions dans son logement qui permettent vraiment de bénéficier de la plus-value de cette rénovation et des usages associés. Juste pour conclure, peut-être un point d'amélioration à souligner pour vous faciliter justement la fiabilité de ces données et l'accès à ces données. Oui, alors pour nous, il y a un vrai enjeu de fiabilité de la donnée, mais aussi de facilité d'accès à la donnée pour l'utilisateur final, pour le citoyen. On sait aujourd'hui que
un utilisateur lambda, passer 30 minutes à créer un compte, c'est assez compliqué pour lui. Donc l'idée, c'est de raccourcir au maximum l'accès à la donnée, le temps d'accès. Bien sûr, on a conscience de l'enjeu de protection de la donnée, que c'est une donnée sensible. Donc il faut vraiment réussir à trouver un équilibre entre le caractère sensible de cette donnée et comment on la protège, puisque c'est bien une donnée à caractère personnel, et la facilité d'accès, puisqu'on sait que de toute façon, si la donnée est surprotégée et que personne n'y a accès, elle perd toute sa valeur. Et on est vraiment conscience et on souhaite que, notamment dans le contexte actuel et pour l'hiver prochain, les gens puissent vraiment s'emparer de cet outil et de leurs données pour maîtriser leur consommation. Merci beaucoup. Effectivement, ça va être de plus en plus utile dans les mois à venir. Merci d'avoir été avec nous. Je vous propose de changer de région. On part du Grand Lyon pour aller vers le territoire des Flandres avec Natacha, qui doit être connectée. Natacha Le Serre Noël, qui est directrice du syndicat intercommunal d'énergie des communes de Flandre. Je vous vois à l'écran, Natacha, c'est bon signe. Le schéma directeur des infrastructures de bornes de recharge. C'est pour cette raison que vous avez utilisé un outil qui s'appelle Captain. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'intérêt pour vous de cet outil, et puis peut-être commencer en 2 mots par nous rappeler aussi l'ambition de votre schéma directeur? Alors, je vous vois, mais je ne vous entends pas. Ah, alors, il y a un petit problème de son. Donc, vérifiez bien que de votre côté, tout est bien allumé. Sinon, le temps de... Est-ce que réessayez? Non, vous entendez toujours pas. Alors, je propose, juste le temps de régler ce petit problème de son, de passer la parole à Bertrand Lebaudot qui est avec moi sur ce plateau. Natacha, on vous retrouve dans un instant, juste en régie, le temps tranquillement de vérifier ces problèmes de son. Bertrand Lebaudot, vous êtes responsable de l'Open Data d'Enedis et vous allez en particulier nous parler d'un service très précieux qui s'appelle Bilan de mon territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, bonjour. Effectivement, le bilan de mon territoire offre une vision globale et synthétique de la production et de la consommation sur un territoire donné. Donc c'est un état des lieux qui permet en fait un suivi des politiques de transition énergétique à l'échelle d'un territoire et qui permet d'accompagner les territoires dans la transition. C'est un service qui est librement accessible en open data. Il se présente en fait sous 2 fonctionnalités. Tout d'abord, la fonctionnalité portrait de mon territoire. Donc là, vous avez la consommation et la production ainsi qu'une vision historique. Et vous avez un comparateur donc qui permet en fait à un territoire donné, une commune par exemple, de se comparer en termes de production et de consommation par rapport aux mêmes indicateurs, par exemple sur son intercommunalité d'appartenance ou bien 2 métropoles entre elles, donc pour voir où il se situe. Oui, là aussi, c'est intéressant de pouvoir comparer les territoires pour mesurer son avancée aussi. Il y a un petit challenge, certainement, entre les territoires. Alors, en régie, vous avez normalement une vidéo. Alors, je sais que c'est pas forcément évident en train de gérer aussi les problématiques de son de Natacha Le Serre. Si vous la retrouvez, ça permettra à Bertrand de nous faire une petite démonstration. Mais en attendant, expliquez-nous et puis on verra si la vidéo part. Oui, en fait, ce que je voulais ajouter également, c'est que les données utilisées sont des données récentes, des données annuelles de consommation et de production, qui sont librement accessibles. Donc le rapport est librement accessible sur Internet. Et donc, le rapport peut être réutilisé, téléchargé en format PDF et effectivement réutilisé dans le cadre de communication ou utilisé dans des rapports, par exemple, de contrats de relance ou pour les collectivités des plans climat, par exemple. Donc voilà, si on peut peut-être démarrer la. Non, je crois que ça va être compliqué. Hein. Là, vu l'écran qu'il y a à notre gauche, je pense que ça va être. On va faire sans la vidéo, Bertrand, je crois. Ça va être mieux. Essayez de nous la faire vivre cette démonstration. Quel service rendu précisément au territoire? Comment ça fonctionne? Comment il récupère ce service? Alors pour accéder au bilan de mon territoire, en fait, vous pouvez soit aller directement sur l'Open Data d'Enedis. Data.enedis.fr. Allez-y en direct, comme ça vous aurez l'image, ceux qui sont connectés. Oui, tout à fait. Voilà, ouvrez une autre fenêtre et allez sur Open Data.
Alors, ouais, vous tapez dans Google Open Data Enedis ou data.enedis.fr dans la barre d'adresse. Et ben voilà. Alors, il est accessible également pour les collectivités sur leur espace collectivité. Et sur l'Open Data, en fait, vous verrez que sur la page d'accueil, vous avez un lien direct vers le bilan de mon territoire. Alors, le portrait, en fait, il va vous présenter, donc vous pouvez... vous avez le choix de différentes mailles, en fait, soit la maille région, soit la maille département, ou bien la maille intercommunalité, commune, et on couvre même, en fait, ce qu'on appelle, nous, la maille quartier, qui est une vision, une maille géographique qui correspond aux mailles IRIS de l'INSEE. Donc, c'est des subdivisions du territoire par 2000 habitants. Donc, notamment pour les intercommunalités ou des communes d'une certaine importance, donc plus de 2000 habitants, ça permet d'analyser plus finement, en fait, sur le territoire, la consommation et la production. Donc, le rapport présente un bilan des données INSEE, donc non seulement démographiques, mais également des indicateurs en termes de logement. Donc l'âge du bâti sur le territoire, en pourcentage par décennie, ce qui est intéressant également pour faire des analyses en termes de besoins de rénovation et expliquer aussi pourquoi dans certaines zones des consommations moyennes résidentielles sont importantes, et également la taille du bâti. Ensuite, on va dérouler le nombre de sites de consommation par secteur d'activité, donc tertiaire, industriel, agricole et aussi évidemment en résidentiel. Et vous avez effectivement, alors je vois que la vidéo se déroule. Ah bah la voici. Alors on va peut-être l'accélérer parce qu'elle fait 4 minutes, donc on va pas avoir le temps. Peut-être qu'on peut aller vers la fin de la vidéo si c'est possible. Ouais, donc là on voit bien qu'on a le lien sur voilà. Donc oui, alors là on accélère beaucoup puisqu'on est déjà à la fin du rapport. Si on pouvait. Donc là, c'est un petit peu dommage. Donc c'est la vision en fait à la maille IRIS d'un territoire. En fin du rapport, vous avez vraiment le détail à la maille IRIS. Voilà. Donc là, c'est bon, on peut dérouler. Donc là, comme je disais, vous avez le nombre de sites et avec la répartition et vous pouvez la comparer. Alors là, c'est par exemple la communauté de communes de Graillec-Royet. Donc on a la répartition en consommation en énergie en mégawattheure. Donc vous avez en résidentiel et par secteur d'activité, agriculture, industrie et tertiaire. Et vous avez également la même chose en données de production, où là vous voyez réparti par filière, donc solaire, éolien, etc., la consommation. Un indicateur intéressant dans le rapport, c'est la part de la consommation locale qui est couverte par la production locale. Donc ici, c'est 36% dans le territoire qu'on a choisi, et vous avez en miroir, en fait, le même indicateur pour la région d'appartenance, donc qui permet de se situer. Et ça, on peut faire ça pour tous les territoires Ouais, 95% du territoire. Donc 95, ok. Le territoire couvert par Enedis. Là, vous avez une vision intéressante également, c'est l'évolution dans le temps. Ici, depuis 2017, de la consommation et de la production d'électricité. Donc, vous pouvez voir l'évolution et en tirer les conclusions, également segmentées par secteur d'activité, par filière de production. Idem pour le nombre de sites de consommation, le nombre de sites de production. Donc là, on voit pour le territoire en conscience, il y a une évolution à la hausse. Et en fin de rapport, vous avez du coup la vision par quartier, la vision IRIS sur le territoire. Pour la consommation moyenne résidentielle, vous pouvez voir un petit peu les endroits du territoire où la consommation moyenne résidentielle est la plus importante et en tirer les conclusions. On peut aller jusqu'à un quartier. C'est ça, tout à fait, ouais. Et vous avez cette même subdivision en termes par secteur d'activité, industriel, agriculture et tertiaire. Alors si vous choisissez la maille quartier, donc là la maille IRIS, là par exemple pour la Lille-sur-Tarn, eh bien le bilan de mon territoire vous permet d'avoir une génération automatique d'un article qui met en exergue les caractéristiques fortes du territoire en termes de consommation, de taux de pénétration du chauffage électrique et puis de production. Donc ça, c'est réutilisable, clé en main dans un rapport. C'est relativement intéressant. On a retrouvé Natacha. Oui, je vous laisse juste conclure. Oui, la dernière fonctionnalité, c'est la comparaison. Donc là, par exemple, sur la communauté d'agglomération de Gaillac, on va la comparer avec sa voisine de l'Albigeois. On en tire les conclusions qu'on veut, mais en tout cas, vous avez les mêmes indicateurs en miroir. Et donc vous pouvez vous situer par rapport aux politiques qui sont menées et effectivement comparer par rapport aux choix qui ont été faits où on en est. Pareil en termes de consommation, de production, et on va jusqu'à l'historique. Excellent. Voilà, et donc ça c'est pour 95%. Je suis sûre que ceux qui nous regardent, qui sont plus de 200 en ligne, eh bien, sont déjà partis regarder à quoi ressemble leur territoire. Merci pour cette démonstration. Et nous avons le plaisir d'entendre Natacha Le Cerf
Noël qui est là. Oui, super, formidable. Alors, dites-nous quelques mots sur Captain et comment ça répond à l'ambition de votre territoire. Oui, effectivement. Donc, nous sommes un territoire relativement rural et nos élus ont fait le choix de s'engager dans un schéma directeur d'implantation des bornes de recharge pour véhicules électriques. Pour ce faire, on s'est appuyé sur l'expertise de notre agence d'urbanisme et des services d'Enedis, via notamment la plateforme Captain. C'est un outil que Enedis nous a mis à disposition afin d'estimer les possibilités de raccordement des bornes au réseau de distribution publique d'électricité en fonction des emplacements pressentis. Et donc de positionner les bornes à l'endroit le plus optimal, à la fois d'un point de vue financier et d'un point de vue technique, pour limiter l'importance des travaux. Et donc ça vous a permis de faire des économies en temps et en sous, c'est ça ? Tout à fait, des économies à la fois financières, puisque moins on a de travaux à faire sur le réseau, moins le coût de raccordement est élevé, et puis aussi des économies de temps, puisque le temps de chantier est diminué et les bornes sont installées plus rapidement. Et finalement, quand vous avez comparé vos envies d'implantation de bornes de recharge et la réalité du réseau, c'était très différent. Il y a eu beaucoup de modifications. On a eu globalement plutôt des bonnes surprises. Le réseau était plutôt en capacité d'accepter les bornes, notamment les bornes rapides et ultra rapides que l'on envisage d'installer. On a juste déplacé parfois de quelques rues sur des zones urbaines un peu sensibles où le réseau était déjà un peu surchargé. Mais globalement, on a plutôt eu des bonnes surprises. Des bonnes surprises. Et vous allez aller plus loin en utilisant Captain pour une autre application aussi très concrète sur votre territoire, c'est ça ? Oui, tout à fait. On envisage d'utiliser Captain dans un second temps pour étudier nos projets de développement de solaire, puisque nous permet d'avoir des données à la fois en soutirage, également en injection. Donc, nous permet de voir s'il y a de l'électricité ou pas dans le réseau et dans quelle quantité. Alors Natacha, on vous entend presque plus, mais en tout cas on a bien compris l'idée. C'est donc l'intérêt de Captain, c'est à la fois pour rationaliser l'implantation des bornes de recharge et là pour aussi injecter du photovoltaïque sur votre territoire à des endroits le moins coûteux par rapport à l'installation du réseau. J'ai bien traduit, Bertrand, c'est ça ? Merci beaucoup Natacha d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bertrand, dernier mot ? Tout va bien de votre côté ? Tout va bien. Ouais. Écoutez, le bilan de mon territoire, donc ça se passe en direct et c'est en open data, c'est gratuit. C'est gratuit et ça permet effectivement un bon accompagnement des territoires. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour cette séquence. Je vous propose pour la toute dernière séquence de commencer par une vidéo, les données comme levier pour l'efficacité énergétique et pour lutter contre la précarité énergétique. On va commencer avec un premier exemple concret avec PrioRénov'. C'est un logiciel qui a été développé par la Banque des Territoires à partir de données, une aide précieuse, vous allez le voir, pour les collectivités afin de prioriser la rénovation des bâtiments. Et nous allons donc démarrer par le témoignage de la COV, direction le Vaucluse. Regardez. La COV est l'intercommunalité située dans le Vaucluse. Elle regroupe 25 communes et 70 000 habitants. Avec son PCAET, Plan Climat Air Énergie Territorial, notre intercommunalité s'impose comme coordinateur de la transition écologique sur son territoire. Cette solution permet un pré-ciblage des bâtiments publics qui sont à rénover en priorité. Grâce à la remontée des données de consommation électrique et de gaz des collectivités, nous pouvons consulter un outil cartographique en ligne pour identifier les sites les plus énergivores parmi l'ensemble de leurs bâtiments. Je pense que oui, car c'est un outil qui permet de donner une vision globale du parc
et d'identifier les gros consommateurs, absolus ou relatifs, en fonction de la surface des bâtiments. C'est la première étape pour savoir où diriger nos efforts. Ils ont été impressionnés de voir la quantité des données que la Banque des territoires a pu récupérer. L'aspect carte est également un choix intéressant dont ils m'ont parlé, car il permet de recouper toutes ces informations en gardant un format lisible. Et nous commençons avec Stanislas Gauthier qui nous a rejoint sur ce plateau. Vous êtes responsable marketing à la direction des prêts de la Banque des Territoires. Nous venons d'entendre un témoignage de l'expérimentation PrioRénov qui regroupe en tout une 60aine de collectivités. Alors avant de nous expliquer en quoi ça consiste et comment vous allez le déployer, qu'est-ce qu'un banquier vient faire dans cette histoire? Dites-nous. Bonjour à tous. Alors qu'est-ce qu'un banquier vient faire dans cette histoire? Alors la Banque des Territoires, c'est... Dans le nom, on finance tous les projets des collectivités et des territoires. Dans nos prêts, 100% d'entre eux sont à impact, que ce soit social ou au service de la transition énergétique, et les deux si possible. Donc la Banque des Territoires, ça fait partie de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts a un plan de 40 milliards pour financer la transition climatique, 20 milliards sur la Banque publique d'investissement et 20 milliards pour la Banque des Territoires. Dans ces 20 milliards, il y a 2,5 milliards consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc c'est notre rôle de financer. Ça a du sens. Voilà. Ouais, ça est notre rôle de financer cette transition et cette rénovation. Il se trouve que quand on a eu cette enveloppe de 2,5 milliards, on n'a pas réussi à la distribuer aussi facilement que ce qu'on voulait. Il y a un certain nombre de freins, notamment data, dont on a parlé, dont les collectivités ont parlé. Et donc, le rôle de la Banque des Territoires, c'est aussi d'accompagner la filière et de lancer des filières, de lancer des industries. Donc, on met au service des collectivités notre réseau physique, nos capacités à gérer de la data et de la data sensible pour lancer ces grands projets de rénovation énergétique. Il y a déjà des questions là. Comment je fais pour récupérer mes identifiants d'accès à PrioRénov? Comment ça marche? Alors, c'est progressif. Donc, comme vous le disiez, aujourd'hui, il y a une 60aine de collectivités qui sont en expérimentation. Donc ça, c'est le premier temps. On a mis 6 mois à prendre en charge cette collectivité, à produire les cartes. On va, cet été, à partir de juin, passer à l'échelle, une première étape de la mise à l'échelle. On va ouvrir un AMI à 300 collectivités. Enfin, on va l'ouvrir à tout le monde, mais les 300 premières passeront dès cet été dans PrioRénov. Elles sont déjà choisies ou il peut y avoir des candidatures spontanées? Alors, il y a déjà, avec Enedis, avec les réseaux... Qui sont intéressés là en ligne. Voilà, avec Enedis, avec GRDF, avec les services de l'État, tous les partenaires autour de PrioRénov, on a un petit pool de collectivités qui sont déjà intéressées, mais on va ouvrir globalement l'AMI cet été. Les 300 premières rentreront dès cet été, et puis il y a l'ouverture du service en septembre pour tout le monde. Voilà. Alors, il y a un partenaire qui nous demande s'il peut avoir un accès privilégié. On sent qu'il y a quand même une c'est vrai qu'à chaque fois qu'on appétence pour ce sujet. Hein. À chaque fois qu'on a présenté le service, on n'a jamais eu un non. On a toujours eu oui, je veux y participer. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a une grande tournée cet été à partir de mi-juin. Les DREAL vont envoyer des invitations à toutes les collectivités avec les Enedis, GRDF et les DREAL. On va présenter le service. Donc, ne vous inquiétez pas. Dès la mi-juin, il y a 12 présentations de prévues. Vous aurez toutes les informations pour rentrer dans le dispositif. Jean-Baptiste Arnaud nous demande s'il peut récupérer la vidéo pour la diffuser aussi très largement. Je pense que vous allez avoir les 300 sans aucun problème, a priori, collectivité. Elle est disponible, il n'y a pas de problème. Sur le site Sur la chaîne YouTube Banque des Territoires, vous retrouvez. Chaîne YouTube Banque des Territoires, vous pouvez y aller, diffuser très largement. Bon, même si je vois qu'il n'y a pas besoin trop de faire de pub sur PrioRénov, on a compris le principe. Quand même, comment ça fonctionne précisément? Donc, qu'est-ce que c'est PrioRénov? D'abord, c'est un outil.
La collectivité l'expliquait. Ce qu'on fait, c'est on prend au niveau bâtiment toutes les informations qui sont disponibles avec les fichiers fonciers. Voilà, il y a 2000 gigas de données qui sont travaillées avec les algorithmes de la Banque des Territoires. On met à disposition une cartographie exhaustive des bâtiments de la collectivité avec des données comme l'année de construction, la géométrie du bâtiment, l'estimation de la surface. On vient ajouter, grâce à Enedis et GRDF, les consommations énergétiques, ce qui donne une cartographie où les bâtiments sont priorisés par la consommation au mètre carré, et ce qui, pour les 25% du parc les plus énergivores, permet de prioriser, de lancer les rénovations. Et oui, parce que vous dites qu'il y a un des freins à la rénovation, c'est les compétences sur les territoires qui sont limitées, donc c'est important de prioriser pour cibler les compétences au bon endroit. Voilà, et puis Angoulême le disait là dans la première table ronde, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est les derniers mètres de la data, c'est avoir l'information la plus précise au bâtiment. Voilà, c'est une des ambitions de PrioRéno. Mais c'est un outil, mais c'est aussi une démarche, parce que nous, les algorithmes, c'est des processus industriels, c'est un outil industriel. Les derniers mètres de la data, c'est la collectivité qui la maîtrise le mieux. Donc, ce qu'on fait, c'est mettre à disposition sur une plateforme des données que la collectivité utilise, valide, enrichit, en rajoutant un certain nombre de données comme des consommations qui ne sont pas électriques ou gaz, comme les réseaux de chaleur ou le fuel. Et ensuite, ça constitue une base de données fine et précise qui peut être partagée pour la collectivité avec des partenaires, Enedis, GRDF, mais aussi des cabinets d'ingénierie qui vont faire des études. Ils ont comme ça une base de données fiable pour lancer leurs travaux. Je pense que l'enveloppe va pouvoir être éclusée. Vous en avez d'autres comme ça à venir. C'est le but. Bon, en tout cas, merci pour cette, ces explications, ces précisions. Et en ligne, je pense donc vous avez la plupart des réponses à vos questions. En tout cas, c'est parti et grand déploiement à la rentrée, de façon plus large. Merci beaucoup. Alors, nous continuons cette séquence avec un autre exemple très concret. Nous allons parler d'éclairage public et nous sommes en ligne avec Patrick Barbier, maire de la commune de Murtel-Scholz. Quel est l'intérêt, vous allez nous le raconter, Patrick Barbier, de ce service en matière d'économie d'énergie? Alors, pour la régie, nous avons 3 visuels qui vont permettre d'illustrer très concrètement les données au service d'une plus grande efficacité de l'éclairage public. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, quelle était la problématique de départ et en quoi les données vous ont aidé à résoudre cette problématique? Oui, alors avec mon témoignage, on va vraiment être dans les derniers mètres de la donnée. Muttersholm, c'est un village, 2200 habitants. Peut-être aussi montrer que la guerre de l'information, la nécessité d'avoir des données précises, elle est importante même à l'échelle d'un petit village où j'ai un petit service technique de 4 personnes. On est un village qui est très engagé dans la transition écologique et plus particulièrement dans la transition énergétique. On s'est fixé comme objectif de devenir un territoire à énergie positive. Donc, on travaille à l'équilibrage de nos consommations et de nos productions d'énergie renouvelable, d'abord à l'échelle municipale, au niveau donc des consommations de la mairie, et il y a notamment donc l'éclairage public. Et là, grâce à 3 diapositives, je vais vous montrer quelque chose de vraiment très concret. On a mis au point un système, on appelle ça un système d'information énergétique, et donc les données de notre éclairage public, grâce aux capteurs communicants, on les rapatrie sur nos ordinateurs, et voilà les courbes. Alors elles sont pas encore à visée pédagogique, mais enfin personnellement j'arrive à les comprendre. Vous avez en l'abscisse un pas de temps de 10 minutes, et vous avez une armoire d'éclairage public, et donc vous voyez on fait de l'abaissement nocturne. Alors là vous avez une courbe, là c'est bon, ça marche, ça s'allume vers 20h, ça s'éteint vers 6h30, et vous avez vers 23h un abaissement nocturne. Diapo suivante. Là, vous allez voir très concrètement, on arrive à détecter des anomalies.
Voilà, vous avez là, rue des Primes Verts, des anomalies d'une part d'allumage tardif de l'éclairage, alors ça vous allez me dire on peut le voir en direct, et de consommation instable. Ça peut-être qu'en direct on le verrait pas, c'était probablement une ampoule ou un ballast qui était en train d'être hors service. Et un troisième exemple, la troisième diapo, vous allez voir, là c'est l'abaissement nocturne, donc le réducteur de puissance de l'éclairage qui fonctionne pas. Vous voyez que ce qui est attendu, c'est la courbe rouge. En réel, c'est le bleu. Ça, on s'en serait jamais rendu compte. Et donc, on aurait continué à consommer plus d'énergie que nécessaire, puisque en plein milieu de la nuit, l'abaissement nocturne est tout à fait justifié. Voilà donc des petits exemples très concrets de contrôle, de surveillance de l'éclairage public grâce à la lecture des données au quotidien. Ces données-là, grâce à un système de transfert de données, arrivent directement sur l'ordinateur de mon responsable, sur son smartphone d'ailleurs aussi. Il fait la même chose aussi pour nous. On a une centrale hydroélectrique et des toits photovoltaïques. Là, pareil, très directement, on peut... Ah, on vous a perdu, on a perdu votre son. On vous a bien entendu jusque là. Voir si on récupère le son de Patrick Barbier. J'aurais bien voulu vous poser encore une question, mais essayez de nous dire. Je sais pas, là, ah si, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Je voulais voir quel était le potentiel d'économie d'énergie, alors en abaissant la puissance et en pouvant réagir comme ça grâce aux données, aux anomalies détectées. Est-ce que vous avez une idée, parce que l'éclairage public c'est un budget important pour les communes. Quel est le potentiel d'économie ? On peut réduire de moitié. Nous, on y est quasiment grâce à la réduction de puissance, au passage au LED, à la réduction du nombre de mâts aussi, et on fait de l'extinction nocturne aussi. D'ailleurs, les données nous servent aussi à bien calibrer notre extinction nocturne, de choisir les bonnes heures, de les différencier en fonction des périodes, etc. Voilà, mais vraiment, la donnée, c'est le pilotage, quoi. Je crois, un des intervenants l'a dit tout à l'heure, il y a la donnée, il y a la compréhension de la donnée, puis il y a l'usage de la donnée pour l'action. Une petite anecdote aussi toute récente, on est en train avec un bureau d'études spécialisé de faire une étude sur l'autoconsommation collective à l'échelle de notre village. Ils ont été très surpris de voir à quelle vitesse on a pu leur transmettre les données de consommation et de production de nos bâtiments publics, puisque on les a grâce à notre système d'information énergétique. Il a suffi de leur transférer et donc ils ont toutes les données pour faire leur travail de recherche d'optimisation de la future autoconsommation collective. Et ça permet aussi d'être un élément de concertation avec la population pour les convaincre que finalement, baisser la lumière et l'éteindre même la nuit, ça peut avoir un impact sur leur facture à eux au final. Donc ça, c'est quand même un élément de pédagogie. Par rapport aux courbes que vous avez vues, il y a encore un effort pédagogique à faire. On est en train de le faire et donc on publie sur notre journal communal, sur nos réseaux sociaux, mais aussi on va acheter 1 ou 2 écrans à mettre à des endroits stratégiques de la commune pour afficher en temps réel les consommations et les productions et montrer qu'on peut devenir approcher une certaine autonomie énergétique. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage, Patrick Barbier. Merci d'avoir été dans cette émission. Nous sommes à présent en ligne également pour un autre témoignage, celui de Madame Beradia, qui est adjointe au maire de la ville du Mets-sur-Seine. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes 2. En fait, vous allez vous présenter du coup parce que j'ai pas vos 2 noms. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec le CCAS et le centre social, c'est peut-être ça d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous êtes 2 très impliqués. Vous êtes très impliqués dans la lutte contre la précarité et vous avez notamment signé une convention avec Enedis Seine-et-Marne qui du coup vous fournit des données statistiques permettant de vous aider à établir un diagnostic de votre territoire. Alors, de quoi s'agit-il? Quelles sont ces données? Expliquez-nous.
Alors bonjour à tous. Alors je suis accompagnée d'Aurélie Chassaigne qui est la directrice du Centre social et du CCAS. Donc je vous remercie dans un premier temps de nous avoir invités à témoigner sur ce partenariat que nous avons engagé avec Enedis. Je tiens à souligner justement l'importance de cette convention et notamment l'implication de l'équipe d'Enedis Seine-et-Marne, donc du 77. Donc nous sommes en partenariat très très rapproché avec Monsieur Manuel Jiménez, donc le directeur territorial de Seine-et-Marne. Et donc, dans le cadre des missions du CCAS, donc que je représente ici en tant qu'élu, et du centre social, nous sommes évidemment à l'écoute de notre population et notamment nous luttons contre la précarité énergétique de nos administrés. Donc, dans ce cadre-là, Enedis nous est très utile puisque dans le cadre de cette convention, Enedis nous fournit des données, des statistiques complètes sur justement la précarité énergétique de certains de nos administrés. Alors ces données sont bien entendu essentielles puisqu'elles nous permettent de travailler sur notre analyse des besoins sociaux. C'est donc l'ABS qui détermine notre politique sociale, qui détermine notre budget. Donc vous comprenez bien que ces indicateurs de précarité énergétique sont des éléments essentiels pour mener notre politique sociale au mieux. Donc ces éléments les éléments que nous avons, donc ces statistiques sont précieux et on y retrouve par exemple la part des ménages en précarité énergétique logement, la précarité mobilité quotidienne en voiture, la part des ménages sous le seuil de pauvreté ou encore les informations sur le nombre de logements par énergie principale de chauffage. Ces données sont effectivement essentielles pour ma politique sociale, enfin la politique sociale de la ville, puisque je parle également au nom de Monsieur le maire Franck Vernin. Donc ces données sont triées par quartier et ça nous aide à établir une cartographie précise de la situation de précarité de certains de nos administrés. Donc, outre les données brutes de l'analyse des besoins sociaux que nous faisons chaque année, ces indicateurs nous aident à définir les priorités du CCAS, comme je vous le disais précédemment, dans le domaine énergétique. C'est ainsi que nous avons, par exemple, continué notre campagne d'envoi de courrier lorsque, justement, nous avons accès à ces indicateurs donc, de précarité, ce qui nous permet de cibler des courriers à destination, justement, de la population qui est en difficulté. Alors, je tiens à dire également que dans le cadre de ce partenariat donc avec Monsieur Manuel Jiménez, donc nous avons envoyé notre directrice du CCAS, Aurélie Chassaigne, qui est présente à mes côtés. Elle a participé au séminaire qui a été organisé par Enedis sur justement les outils en lien de précarité. Alors, comme le temps file, je sais que vous avez aussi mené des actions très concrètes avec des animations d'ateliers. Peut-être, en partenariat avec Enedis, peut-être un bilan global en quelques mots pour conclure, Madame. Oui, on est intervenu donc avec l'équipe d'Enedis Seine-et-Marne qui sont venus former l'équipe du CCAS sur les missions d'Enedis pour mieux comprendre en fait les missions de chacun. On a également en fait pu travailler sur l'application Linky avec l'application Enedis à nos côtés, qui est un outil supplémentaire dans notre travail social qui permet aux familles de suivre leur consommation, de pouvoir anticiper les factures à venir. Il y a un tableau de bord personnalisé qui est bien identifié et qui permet d'avoir une vision des tendances de consommation. Et donc, on travaille régulièrement avec cette équipe pour pouvoir améliorer nos données et suivre les difficultés des familles. Merci beaucoup. J'ai aussi entendu parler d'un partenariat, le défi Déclic. De quoi s'agit-il ? Oui, alors c'est un défi qui a beaucoup de succès, le fameux défi Déclic, et qui plaît beaucoup à nos habitants de Seine-et-Marne, donc d'Humé-sur-Seine. Donc ça fait déjà 5 ans que nous avons mis en place ce défi Déclic. Alors nous avons quatre thématiques sur ce défi. Tout d'abord, travailler sur les économies d'énergie avec l'application d'EcoGest. Nous travaillons également pour favoriser le suivi des consommations. Et ce défi Déclic nous permet de créer des liens sociaux, notamment entre les professionnels et les familles. Alors, je vais laisser Aurélie poursuivre sur, effectivement, en plus en détail, ce fameux défi Déclic. Allez-y, Aurélie. Oui, c'est un dispositif, en fait, qui est mis en place sur 6 mois, sur la période de chauffe, donc c'est-à-dire du mois d'octobre au mois d'avril. Alors, nous, on ne cible pas toute la population, on cible vraiment les personnes qui sont le plus en vulnérabilité.
où elles sont accompagnées par un référent professionnel et chaque personne est associée à une équipe, ce qui lui permet aussi de s'insérer et de rompre l'isolement dont elle peut faire partie. On a en moyenne entre 20 et 25 personnes chaque année qui participent à ce défi et il nous a semblé vraiment légitime en 2021 de s'associer avec Enedis. Et nous avons travaillé pour le relevé de compteur avec justement le compteur Linky, ce qui nous a permis en fait de saisir directement nos données. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une réduction d'énergie de 8%, donc à la fois sur l'eau, l'électricité et le mode de chauffage. On a 3 temps forts, donc une soirée de lancement, ensuite on a des ateliers d'économie d'énergie et enfin on a une soirée de clôture avec des résultats. Et on accompagne les familles en leur remettant un kit de démarrage où Enedis nous a également permis d'offrir à nos familles des lots pour pouvoir mettre en pratique les éco-gestes. Et on tient à ajouter. Oui. Pardonnez-moi. Nous allons lancer le prochain défi déclic qui aura lieu en septembre 2022, puisqu'on s'est rendu compte que même les enfants des familles participent. Et c'est vrai que les éco-gestes, etc., donc c'est des choses, voilà, c'est une politique qui est utile à destination des populations. Voilà, ce que j'ai envie de dire un petit peu en conclusion, c'est vous remercier de nous avoir permis d'intervenir et souligner l'excellent partenariat que nous avons avec Enedis de Seine-et-Marne 77. Donc voilà, c'est un travail qui est utile, ce partenariat, parce que c'est à destination des familles en situation de précarité et ça nous permet justement de lutter grâce aux indicateurs qui sont fournis par Enedis. Donc merci encore pour cet excellent partenariat. Eh ben, merci surtout à vous pour ce témoignage extrêmement enthousiasmant. En tout cas, j'espère que l'on peut partager toutes ces infos peut-être sur votre site internet ou en tout cas via Enedis pour que ce partenariat se multiplie sur tout le territoire. Merci en tout cas à vous. Est-ce que Monsieur Barbier, vous êtes toujours là en ligne ou est-ce que c'est compliqué de vous retrouver ? Ah, vous êtes là, super. Je suis là. Et que vous inspire ce défi déclic, ces expérimentations sur la précarité sur votre territoire? La précarité, c'est un enjeu aussi pour vous? Alors, on a la chance d'avoir une précarité limitée. Bien sûr qu'elle existe, mais elle est limitée. On peut presque la traiter de manière individuelle. Mais c'est vrai qu'elle existe. Alors, le défi déclic, on connaît. On a déjà pratiqué. Alors, pas de manière ciblée sur les gens en grande précarité, sur l'ensemble des personnes pouvant participer. C'est vrai que c'est un beau défi de se retrouver pendant l'hiver et de comparer les différentes façons de gérer son électricité, son chauffage. Et c'est vrai que c'est très motivant. Tous les challenges de ce type-là amènent beaucoup du point de vue éducatif. Merci beaucoup. Merci d'avoir été également avec nous dans cette Web TV. Merci pour tous vos témoignages, pour tous ceux qui étaient connectés. Nous arrivons à la toute fin de cette émission et nous sommes avec donc Pierre Guelmant qui nous a rejoint, Lydie Sarthoud également. Vous êtes directrice des solutions pour la transition énergétique dans les territoires. Alors là, vous avez vu incroyable tous ces témoignages, ces partages d'expériences. Comment réembarquer tout ça? Parce que ça fait beaucoup d'informations dans cette Web TV. Oui, bonjour. Vraiment, c'était très riche et moi, je suis ravie d'avoir pu entendre autant de témoignages concrets de collectivités locales, d'acteurs territoriaux, mais aussi de partenaires. Et donc, on voit vraiment des applications concrètes de à quoi sert la donnée, qu'elle soit à la fois brute, retraitée, on l'a vu, mais aussi une donnée qui est une brique d'un service de données qu'on fournit à nos partenaires, à nos clients. Également des croisements de données, on a vu avec des données d'autres partenaires. Donc ça donne vraiment un aperçu du rôle et de la valeur de ces données au service des politiques publiques, au service de la transition écologique. Et Enedis, en tant qu'opérateur de réseau, ça c'est notre ADN, nous sommes aussi un opérateur de données, un opérateur de confiance, neutre, qui accompagne les collectivités locales dans leurs projets de transition écologique. Donc on est vraiment à leur côté, que ce soit au début de leur projet, le diagnostic, la planification territoriale énergétique, c'est le mot du moment,
Donc on a des outils pour aider à des schémas directeurs, à cibler les bâtiments énergivores, donc Priorino, on en a parlé, mais aussi des outils d'aide à la décision. Donc ça c'est plutôt Captain, des outils de cartographie des capacités du réseau, et puis dans le suivi aussi de leurs projets. On l'a vu par exemple avec l'éclairage public, ce qui permet de voir des consommations anormales. On fournit aussi des bilans de consommation, de production. Donc tout ceci permet d'être aux côtés de ces acteurs pour accélérer dans la transition énergétique. Et puis, je voudrais dire aussi que dans le contexte particulier dans lequel on est, de crise énergétique, la donnée devient vraiment encore plus critique. Parce qu'il nous faut vraiment accélérer dans la transition écologique. Et pour accélérer, il faut qu'on raccorde plus d'ENR, d'énergie renouvelable. Il faut qu'on développe les usages de l'électricité. Il faut qu'on rénove massivement. Il faut qu'on soit plus sobre. Il faut les infrastructures de recharge, les infrastructures de recharge. Donc, tout ça draine de la donnée, commence par de la donnée. Donc, il faut vraiment qu'on puisse l'utiliser et la valoriser au mieux des cas, au cas par cas, avec chacun de nos partenaires et de nos clients. En 2 mots, la donnée, c'est un moyen de faire plus vite, plus fort dans la transition écologique. Merci beaucoup. Et donc, on peut retrouver toutes ces informations sur le site avec évidemment pour les collectivités, les référents Enedis dans les territoires. C'est ça? Oui, exactement. Merci. Alors, on arrive. Alors, avant de passer la parole à Pierre, je voulais juste vous remercier parce que le chat a vécu un peu sa vie avec des questions et des réponses et des réactions. Donc, merci à vous pour avoir aussi réagi en direct et à tous ceux qui ont apporté leurs réponses aussi en ligne. Pierre, également, que peut-on dire en conclusion de cette émission? Ça bouge. Ça bouge sur les données, qu'il s'agisse des outils, qu'il s'agisse des acteurs, qu'il s'agisse de l'expression de besoins. Et j'espère qu'on a montré qu'il y avait, sur cette question de la donnée, un écosystème vertueux de partenaires, d'acteurs qui sont à la fois différents, qui sont complémentaires, des associations, des agences, des opérateurs, la Banque des territoires, évidemment des élus. Et puis, on est parti sur une question, quelle valeur de la donnée pour les territoires? C'est pas Enedis qui a la réponse. La réponse, elle est chez les utilisateurs, elle est chez les collectivités locales, elle est chez les acteurs locaux. Et j'espère qu'à travers cette heure et demie, et on pourrait la multiplier à l'envi, qu'on a pu montrer à la fois l'engagement, à la fois la compétence de ces acteurs, à travers les nouveaux outils. Et puis, soyez en tout cas pour Enedis, mais assurez que nous allons nous continuer à partir de la réponse que vous apporterez à cette question, à construire effectivement des solutions qui seront, je dirais, la meilleure réponse à cette question de l'usage de la donnée pour les territoires. En tout cas, merci. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants, merci à la régie, merci à tous ceux qui ont organisé cette Web TV. C'était un plaisir et je vous retrouve pour une prochaine Web TV sur une autre thématique. À très bientôt.